Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Maintenant, oui. 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 Ah oui, parce je viens d'activer mon micro, c'est pour ça. Alors. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Ophélie Cluzel, conseillère technique au sein de l'UCAS. Et donc, je suis accompagnée, je vous laisse vous présenter. Moi, je suis Elsa Lavallee, je suis éducatrice spécialisée à l'équipe mobile psychiatrie précarité Nord-Est à Paris. Et François Allaire, je suis psychiatre dans la même équipe. Voilà. En tout cas, bienvenue et merci d'être présent donc, pour ce groupe de travail. Alors, c'est le troisième groupe de travail sur la santé mentale qu'on tient à l'UCAS. On avait lancé ce groupe de travail donc l'année dernière à la suite notamment des répercussions qu'avait pu avoir le Covid sur la santé mentale donc, des populations et on avait trouvé pertinent donc, de faire un groupe de travail sur cette thématique. Alors aujourd'hui, moi, je vais lancer ce groupe de travail qui va porter donc, sur l'organisation sur les territoires donc, des acteurs qui sont présents dans le champ de la santé mentale. Et je vais lancer mon diapo. C'est bon, elle est là. C'est le diapo là pour les customiser. Ok, mais on prend quand même un pourcentage. Ouais, voilà. On n'est pas payé cher. Hein. Et après, pour le lancer. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. Très bien. Attends, on va le lancer. C'est comme ça, non? C'est bon. Voilà. Alors, donc comme je disais, donc ce groupe de travail, donc, il a pour thématique donc, l'organisation des acteurs sur le territoire dans le champ de la santé mentale. Je présenterai tout d'abord brièvement en fait, les acteurs qui sont présents sur le territoire dans le champ de la santé mentale, pardon. Et ensuite, je me concentrerai donc, sur les différents outils qui sont présents à l'échelle locale et qui visent en fait la coopération et la coordination donc, de ces différents acteurs. Tout d'abord, donc avant de commencer, je voudrais définir brièvement en fait ce qu'est la santé mentale. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une confusion entre la santé mentale et la psychiatrie. Et la conséquence en fait de cette confusion, c'est que elle focalise du coup les réflexions sur ce qui rend les gens malades plutôt que sur ce qui fait que les gens vont bien. Et on a tendance du coup à dichotomiser la santé mentale entre les personnes qui vont bien et les personnes qui ont des troubles. Or, pourtant, la santé mentale, elle peut toucher chacun d'entre nous, comme le définit bien notamment l'OMS. La santé mentale, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, donc pour entrer dans le cœur du sujet, donc, il existe donc une pluralité d'acteurs qui sont présents dans le champ de la santé mentale. Aujourd'hui, moi, je voulais me concentrer sur certains acteurs plus spécifiques, qui sont donc les groupes d'entraide mutuelle, les établissements pour jeunes, à savoir les points d'accueil écoute jeunes et les espaces santé jeunes, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les équipes donc, mobiles psychiatrie précarité donc, qui sont présents avec nous. Alors tout d'abord, le groupe d'entraide mutuelle. Alors ces groupes d'entraide, ce sont des outils d'insertion et de lutte contre l'isolement en fait des personnes qui sont en grande vulnérabilité. La particularité de ces groupes en fait, c'est qu'ils sont constitués et animés par des personnes qui présentent des troubles psychiques, ainsi que leurs proches et leur entourage. Donc leur philosophie en fait repose sur le soutien entre les pairs qui rencontrent des difficultés similaires. Ces GEM, ils proposent avant tout en fait des temps d'échange et de rencontres entre des personnes qui présentent des troubles psychiques. Ce ne sont pas des structures de soins, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas sur la pathologie des personnes, ce sont simplement des espaces de rencontres et d'échanges.
dans lequel en fait la personne qui a des troubles psychiques n'est pas un patient mais un simple citoyen. Ensuite, donc, il existe sur les territoires différents établissements pour jeunes, donc à savoir les points d'accueil écoute jeunes qui offrent un accueil et une orientation aux jeunes qui sont âgés entre 12 et 25 ans et qui rencontrent donc des problématiques telles que des conflits familiaux, qui sont un décrochage scolaire. Et donc ces points d'accueil écoute jeunes, ils assurent en fait le relais entre le jeune et les structures de droit. Et ils préviennent notamment tout décrochage de jeunes en situation d'isolement. Ensuite, il existe les espaces santé jeunes. Donc, ce sont des établissements qui offrent à peu près le même type de service que les points accueil écoute jeunes. Cependant, ils ont pour spécificité d'organiser des actions collectives de prévention. Excusez-moi, on ne voit pas le diaporama défiler. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est... Alors, comment ça se fait ? Vous voyez quel slide là actuellement? La première, juste. Ah, super. Alors, on a un petit problème, excusez-moi. Comment ça se fait ? Est-ce que pour les autres participants, vous voyez les slides défiler ou pas? C'est bon, c'est bon. Ça y est, bon c'est bon maintenant. Ah, c'est bon. Oui, Ok, très bien. très bien, C'était merci. peut-être un problème de connexion. Alors, donc je disais, donc les espaces santé jeunes, donc ce sont des espaces qui offrent donc le même type de service à peu près que les points accueil écoute jeunes, c'est-à-dire qu'ils accueillent, qu'ils écoutent et qu'ils orientent donc les jeunes qui sont en difficulté. Mais ils ont la spécificité donc d'organiser des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Et ils fonctionnent généralement donc, en réseau de proximité avec tous les autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la jeunesse sur les territoires, à savoir la protection judiciaire de la jeunesse, les missions locales ou encore l'éducation nationale. Et ensuite, donc, il existe sur les territoires donc, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, ce sont des centres qui sont destinés donc, aux personnes qui ont des consommations à risque donc, et qui présentent donc, une addiction à des substances psychoactives. Pardon. Ils ont une mission également d'accueil, d'évaluation médicale et d'orientation de la personne vers des structures adaptées. Ils font également de la prise en charge médicale et sociale. Ils proposent donc, par exemple des prestations de soins. Ils proposent aussi un accès au droit aux personnes donc, qui présentent donc, des problématiques d'addiction. Et ils peuvent par ailleurs gérer des dispositifs de soins tels que par exemple des appartements thérapeutiques ou des centres thérapeutiques qui sont destinés aux personnes à la suite d'une cure. Et donc ensuite, il y a les équipes mobiles psychiatrie précarité. Je vous laisserai juste la parole après. Donc tous ces acteurs, ils s'inscrivent dans une politique de prise en charge de la santé mentale qui est développée sur les territoires grâce à différents outils de coopération et de coordination. Donc je vais m'attacher à vous présenter rapidement les différents outils qui peuvent être présents donc, sur les territoires et qui permettent notamment donc, de développer une politique locale de prise en charge de la santé mentale. Alors, il existe en premier lieu donc, le projet territorial de santé mentale qui, lui, est présent donc, à l'échelle départementale. Il organise les conditions d'accès de la population à la prévention et à l'ensemble des soins. Et il permet en fait de réunir donc, les acteurs de champs divers pour réaliser un diagnostic partagé du territoire et poser ensuite des priorités en lien avec le projet régional de santé. Ensuite, à l'échelle donc plus locale, il existe donc le Conseil local en santé mentale. Donc lui, c'est un espace de concertation et de coordination qui permet donc de réunir les acteurs du champ sanitaire et social
pour mettre en place donc, une politique locale et des actions dans le champ de la santé mentale. Ce conseil local de santé mentale, il est différent du contrat local de santé. Il ne faut pas le confondre. Donc, c'est un organe de concertation. C'est pas un organe c'est pas une instance descendante en fait qui est mise en place par les ARS et qui est pilotée par les ARS. C'est une instance dans laquelle en fait les décisions et les priorités sont fixées par les acteurs locaux à la suite d'une concertation. Et ensuite, donc, le contrat local de santé, lui, c'est un outil qui est porté et qui est piloté par l'ARS et une collectivité territoriale. Il permet la mise en œuvre donc, du projet régional de santé et il définit des actions à réaliser sur le territoire pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Et ensuite, donc, il existe des dispositifs un petit peu plus spécifiques, donc, notamment le DAC, qui est le dispositif d'appui à la coordination. Alors, ce DAC, il est défini localement sur proposition donc, des professionnels qui ont vocation à le piloter. Il vient prioritairement en appui aux professionnels de santé sociaux et médico-sociaux qui font face à des situations complexes, c'est-à-dire qui gèrent donc, des personnes qui rencontrent diverses difficultés sur le plan psychique. Ces DAC permettent également répondre aux demandes des personnes accompagnées et de leurs aidants en facilitant leur parcours et en mettant notamment en place un parcours plus coordonné avec les acteurs du territoire. Et enfin, il existe donc les ateliers santé-ville. Donc, ce sont des dispositifs qui visent à améliorer l'état de santé des habitants qui résident donc, dans des quartiers plus défavorisés, donc notamment ces ateliers santé-ville, ils touchent les quartiers prioritaires de la ville et ils permettent de mettre en place donc, une politique locale et partenariale de santé à partir des besoins qui sont identifiés par la population. Et il vise aussi donc, la coordination donc, des acteurs sur les quartiers prioritaires et il promeut également la participation de la population sur les questions de santé. Je vais laisser la parole donc, à l'équipe mobile psychiatrie précarité de Paris. Est-ce que vous souhaitez que je mette le diapo Non, pas forcément. Okay. Le diapo, on pourra l'envoyer, mais... Oui. Parce qu'il est assez synthétique, mais on va, je ne crois pas suivre cette trame-là. Ça correspond à peu près à ce qu'on va dire. Ok. Donc, je vous laisse la parole. Je vais juste enlever le partage d'écran. Je laisse la parole. Ouais, merci de nous recevoir. L'objectif, c'est que ce soit participatif, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, même pendant le temps de notre intervention. Alors, on a un diapo à vous envoyer après, mais qui n'est pas très très beau, qui est assez minimaliste, mais qui recense l'essentiel de nos missions et du contenu de ce qu'on va dire là ce matin. En effet, la distinction santé mentale et psychiatrie, elle est importante sur le plan théorique, en pratique peut-être un petit peu moins quand même, puisque les souffrances s'expriment au sein d'un spectre et ce spectre va de souffrances existentielles à des souffrances psychiatriques. Toute souffrance n'est pas non plus psychiatrique, de nature psychiatrique ou à psychiatriser. Il y a quand même une question de degré, de chronicité, d'intensité dans les symptômes, dans la souffrance, qui fait qu'à un moment, c'est la psychiatrie qui prend en charge des souffrances qui pouvaient s'exprimer à certains moments et à certains égards sous un jour plus existentiel. Nous, on va parler plutôt de la psychiatrie ce matin, puisqu'on est des acteurs de la psychiatrie avant d'être des acteurs de la santé mentale, même si nos missions sont polymorphes. On est des acteurs de la psychiatrie tout simplement parce qu'on appartient à des établissements psychiatriques et peut-être qu'en premier lieu, on peut définir ou dessiner ce qu'est la psychiatrie. Vous nous voyez? Oui, normalement, c'est que la connexion est mal faite. Ah d'accord, ok. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave.
nous, donc, on appartient à des établissements psychiatriques. Les EMPP, les équipes mobiles psychiatrie précarité, appartiennent quasiment toutes à des établissements psychiatriques. Il y en a une ou deux sur le territoire national qui sont des exceptions et qui appartiennent au champ associatif. On travaille par contre avec les associations, on travaille avec tout le maillage médico-social et associatif de la ville ou des zones périurbaines. Nous, à Paris, c'est vraiment les acteurs de la ville. Mais encore une fois, il y a des acteurs qui interviennent en région ou dans les DOM qui vont intervenir avec d'autres acteurs qui sont parfois plus ruraux. On est rattaché, nous, au groupe hospitalo-universitaire de Paris. Donc, c'est grosso modo, c'est l'AP-HP de la psychiatrie et des neurosciences. C'est l'hôpital Sainte-Anne, Maison Blanche et Père-et-Vaucluse qui ont fusionné il y a maintenant une petite dizaine d'années ou un peu plus de 5 ans. Et on est sur le territoire. Nous sommes 5 EMPP sur le territoire parisien. 4 appartiennent au GHU et au pôle de psychiatrie précarité dont on fait partie. Nous, on représente le MPP nord-est, hein, donc du 10e, 19e et 20e arrondissement. Et puis, il y a une MPP qui est un petit peu en marge, un petit peu à côté, qui appartient à la SM13, qui est un autre établissement de santé mentale, qui couvre le 13e arrondissement. Concernant la psychiatrie, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la psychiatrie, elle est organisée, elle est territorialisée. En fait, une personne qui va à un moment avoir recours à la psychiatrie ne se retrouvera pas par hasard sur un établissement ou sur un service. Ça dépend de son bassin de vie. C'est ce qu'on appelle les secteurs ou la sectorisation. C'est une loi qui date des années 60, qui avait pour objectif d'organiser justement l'offre de soins psychiatriques sur le territoire national. Et en fait, en fonction de son bassin de vie, en fonction de sa domiciliation, on est rattaché à un secteur psychiatrique qui recouvre plusieurs unités, des unités d'hospitalisation et des unités de soins ambulatoires, à commencer par les centres médico-psychologiques. Au sein de ces services, les équipes sont généralement, enfin même systématiquement pluridisciplinaires avec des infirmiers, des psychologues, des aides-soignants, des psychiatres, des secrétaires, etc. Donc ça, c'est pour les gens qui ont une domiciliation fixe, une domiciliation recensée sur un territoire particulier qui correspond habituellement à leur logement. Pour les personnes qui sont en situation dite de précarité, ils n'ont pas une domiciliation fixe, elles peuvent être sectorisées si elles le souhaitent ou si les soins psychiatriques les y amènent à un moment. Et où, dans certains cas, d'autres acteurs peuvent intervenir, notamment pour les personnes qui ne formulent pas de demande de soins ou de demande d'aide. Dans les années 80-90, les pouvoirs publics ont constaté qu'il y avait beaucoup de personnes dans la rue qui ne formulaient aucune demande, mais qui souffraient par ailleurs de symptômes psychiatriques qui étaient apparents ou manifestes. Et ils ont décidé de créer des dispositifs ou des outils pour justement aller vers ces personnes. Et donc les EMPP ont vu le jour dans cette logique initiale et originaire d'aller vers. Donc d'aller vers les personnes qui ne demandaient rien et qui présentaient des symptômes psychiatriques. Ces équipes ont vu le jour au gré des années 2000, 2010, même fin des années 90, et se sont développées et déployées quasiment sur l'ensemble du territoire. Il y en a un peu plus de 100 maintenant en France. Et donc, je le disais, il y en a 5 sur le territoire parisien et une bonne vingtaine en Île-de-France. Donc, initialement, nous, on avait vocation justement à faire de l'aller vers les gens qui ne formulent pas de demande. C'est un champ clinique qui est assez particulier. C'est tout ce qu'on appelle la clinique de la non-demande. Et qui nécessite un outillage, un savoir-faire, une sensibilité, un tact particulier pour, avant de penser le soin, réussir à créer le lien, à le solidifier, à le pérenniser, pour ensuite réorienter les gens vers les circuits de droit commun, à savoir les CMP. Donc ça, c'est notre doctrine première.
En fait, le contexte des décennies suivantes fait que la pratique contrarie un petit peu la théorie et que maintenant on intervient aussi pour des gens qui formulent des demandes d'aide, notamment tout le public exilé, migrant, mais des gens qui ne sont pas rattachés sur un CNP, qui ne correspondent pas aux soins de secteur parce que elles n'ont pas de domicile fixe. Voilà. Donc c'est en gros nos deux populations, une qui était une population de base qui correspond à la précarité. Le mot n'est pas tout à fait juste, mais standard, on va dire. Donc c'est un peu la figure du sans-abri et la clinique du sans-abrisme, et puis l'autre clinique à laquelle on se confronte désormais, et qui est devenue nettement majoritaire, c'est la clinique de l'exil, de l'asile et de la migration. Voilà. Donc nous, on a des territoires qui sont différents de ceux des secteurs. On a des territoires qui sont plus vastes et des équipes qui sont plus calibrées différemment, qui sont normalement plus petites. Ce sont aussi des équipes pluridisciplinaires qui contiennent, nous on a 2 infirmiers, une éducatrice spécialisée, donc Elsa qui est là, moi qui suis psychiatre, une infirmière, 2 psychologues maintenant qui sont arrivés récemment, et puis une secrétaire. Voilà, et puis parfois des internes ou des stagiaires, ça arrive aussi. Globalement, ces équipes ont ce contenu-là. Il y a quelques différences en fonction de leur histoire et en fonction des besoins des territoires et de la manière dont elles se sont construites. Mais globalement, c'est des équipes entre 5 et 10 personnes avec cette notion de pluridisciplinarité. J'ai un peu tout dit, non? J'ai peut-être piqué. Il y avait la question du CPOA. Ouais. Vous voulez peut-être qu'on dise aux gens de poser leurs questions. Oui, si vous avez des questions au fil de notre intervention, n'hésitez pas bon, je sais pas, soit à écrire, soit faire une petite, petite main. Lever la main. C'est des fois plus simple finalement d'intervenir au cours de la présentation. Ça ne nous dérange pas. Donc, nous, pour le public qui nous intéresse directement, une collectivité. Alors, je réponds à une question. Une collectivité peut vous saisir directement, oui. Donc, parce que là, je vois chez les participants, les participantes, que vous venez pas tous de Paris. Hein, il y a des gens de Lieu-Saint, de Fontenay, etc. Donc, sur vos territoires, il y a également normalement des équipes mobiles psychiatrie précarité que vous pouvez interpeller directement. Enfin, en tout cas, nous, sur nos équipes, on a même des particuliers qui peuvent parfois nous interpeller. Nos partenaires majoritaires, ce sont des travailleurs sociaux, des associations, des accueils de jour, des équipes de maraude, de centres d'hébergement. Mais ça peut être parfois la mairie, parfois un voisin. Voilà. Donc nous, parce que le niveau public, il est un peu plus large. Hein. Vous avez des personnes qui ont un logement pour certaines, et puis vous avez aussi un public plus précaire qui peut-être se retrouve à la rue ou en centre d'hébergement. Donc nous, ça va être plutôt un public qui n'est pas sectorisé, qui va attirer notre attention, puisque les personnes sectorisées dépendent du droit commun et donc se rendent dans des structures de soins classiques. Donc pour oui, donc ce que je voulais dire, c'est que sur Paris, il existe les urgences psychiatriques qui s'appellent le CPOA. Et donc cet organisme, il a 2 fonctions. Une première fonction d'urgence psychiatrique, c'est-à-dire que quiconque aurait besoin à un moment d'un soutien psychiatrique peut s'y présenter pour demander à rencontrer des soignants, un psychiatre, en vue ou non d'une hospitalisation, mais au moins d'avoir un soutien à un moment où il en a besoin.
Donc, vous pouvez vous-même orienter pour ceux qui sont en Île-de-France vers cet organisme qui est à Sainte-Anne. Le CPOA est également l'organisme qui va sectoriser les personnes qui ne dépendent pas d'un secteur du fait de l'absence de logement, de bail ou de logement pérenne. Et donc le CPOA va lui déterminer vers quel CMP, vers quel hôpital la personne va être dirigée. Je sais pas sur le CPOA, Il y a une petite question. Non. Alors, mais pour le 92, il doit exister une MPP dans le 92 ou même plusieurs. Je pense qu'il faut regarder sur le site de l'établissement qui est le vôtre, dans la partie psychiatrique, il doit être référencé, je pense, les secteurs, les unités, les services et les équipes mobiles, très certainement, avec les coordonnées. On ne connaît pas toutes les EMPP de France, donc si vous tapez EMPP 92, vous trouverez. Je vais jamais aller dans le 92. Alors, le CPOA, Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil, qui est une entité un petit peu différente des autres urgences psychiatriques. Il en existe d'autres, hein, des urgences psychiatriques sur Paris, mais elles sont même toujours rattachées à des urgences générales, au sein desquelles interviennent des équipes psychiatriques d'urgence. Nous, on travaille par exemple avec la Rivoisière. Il en existe une à Tenon, globalement dans toutes les urgences. À côté de ça, les autres acteurs de l'urgence, ce sont les centres d'accueil et de crise, qui parfois font aussi de l'urgence et de l'évaluation initiale, ça arrive. Mais le gros intervenant sur Paris pour les acteurs psychiatriques, parce qu'il est vraiment spécifique et qu'il a une logique bicéphale, c'est le CPOA. En effet, c'est un lieu à la fois d'urgence, donc d'évaluation en urgence pour les personnes qui le demandent ou pour d'autres personnes qui sont venues contre leur gré, notamment les gens qui vont être peut-être derrière hospitalisés sous contrainte. Et l'autre objectif du CPOA, comme le disait Elsa, c'est de faire de l'aiguillage, donc d'orienter vers les secteurs. Parfois, ça se fait de manière légale, en fonction du lieu de vie, de la domiciliation de la personne. Il arrive que le CPOA agisse aussi en tant qu'arbitre pour les personnes, notamment qui ont un domicile indéterminé, ce qu'on appelle domiciliation indéterminée en région parisienne, DIRP. Dans ce cas-là, le CPOA fonctionne comme un arbitre et c'est lui qui décide, selon une répartition en fonction des hôpitaux parisiens, quel va être le secteur d'accueil. Et puis en essayant au maximum de tenir compte du lieu de vie de la personne et de son milieu. Voilà. Mais le CPOA est plus que des urgences psychiatriques. Donc il peut parfois arriver que des gens vont d'abord passer dans un SAU, être vus par une équipe d'urgence psychiatrique, pour ensuite être transportés ou transférés au CPOA, qui lui aura juste une fonction décisionnaire, à savoir quel sera l'acteur de la prise en charge, quel sera le service, l'unité ou l'entité qui s'occupera de la personne en question, parce que jusque-là, elle n'est pas rattachée à un secteur précis. Voilà, donc le CPOA, ils sont basés à Sainte-Anne. Et puis à côté de ça, ils font aussi des visites à domicile. Ils ont toute une activité extraterritoriale qui est un petit peu plus vaste, hein. C'est quand même une grosse machine. Je pense que c'est une 50aine de professionnels, des équipes infirmières qui sont assez expérimentées. C'est une équipe, voilà, c'est bien fourni. Et c'est encore plus fourni actuellement dans le contexte d'appauvrissement de l'ensemble de la psychiatrie et des acteurs de l'urgence, puisqu'il y a des urgences, et je pense qu'en région parisienne, cette logique-là, elle est encore plus présente, mais qui fonctionnent en sous-régime, donc soit qui ferment, soit qui ouvrent sur des horaires bien particuliers et qui ferment à partir de 18h ou 20h. Et dans ce cas-là, c'est parfois le CPOA qui s'occupe de se substituer à ces acteurs-là.
De même pour nous d'ailleurs, puisque on est obligé parfois de se substituer à la défaillance des secteurs, n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une période assez difficile pour, je pense, l'ensemble de la santé, mais pour encore plus pour la psychiatrie. Et, et nous, on nous demande, on nous invite, on nous sollicite parfois pour des missions qui ne sont pas les nôtres, qui devraient être celles des secteurs. Typiquement, un monsieur qu'on va devoir hospitaliser dans une dizaine de jours, qui est rattaché à un secteur, mais qui est sur notre bassin d'activité. Et normalement, ça devrait être au secteur d'intervenir via des visites à domicile ou des interventions. Bon, on le fera parce qu'on sait que sinon le monsieur il pourra rester longtemps dehors. Et en fait, nous, de plus en plus, on nous renforce au niveau des professionnels des ressources humaines ou même de notre champ d'intervention. Et ça rentre un peu dans cette logique qui avait été initiée dans les années 2000 de fermeture de lits et de renforcement des acteurs de l'ambulatoire et des équipes mobiles. On est un peu là-dedans et encore plus là ces dernières années ou ces derniers mois où nous, on a reçu des financements ou des dotations un peu plus importantes parce qu'on se rend bien compte que la structure ne tient pas forcément bien. Voilà, et nous, on s'inscrit un peu dans les interstices ou dans les trous dans la raquette. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un petit point peut-être sur ce qu'on fait vraiment au quotidien? Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Ouais. Ce que sont les EMPP, voilà, on pensait vous présenter ce qu'on fait nous. Donc, bon, nous, on est une équipe mobile parmi d'autres, donc on a un fonctionnement, mais on va vous parler un peu des généralités. Globalement, on a toutes et tous un peu voilà, un fonctionnement similaire. On regardera les questions juste après. Donc, les équipes mobiles, elles ont été créées suite à la fermeture de lits autour des années 2000. Il y avait beaucoup de grands chroniques, de personnes qui étaient hospitalisées au long cours dans les grands hôpitaux parisiens type Maison Blanche, qui étaient des énormes parcs avec des unités, et les gens vivaient vraiment dedans, se promenaient à vélo. Voilà, c'était vraiment des grands lieux de vie. Ces grands hôpitaux ont fermé. Et ces personnes qui étaient prises en charge un peu au long cours se sont retrouvées en errance sur Paris et se sont tournées vers les structures sociales pour certaines, donc des accueils de jour, ou ont été pris en charge sur des centres d'hébergement d'urgence. Et pour d'autres se sont retrouvés en situation de rue. Et se sont fixés. Et donc les travailleurs sociaux à l'époque se sont retrouvés en assez grande difficulté d'accueillir un public pour lequel ils n'étaient pas forcément compétents, n'avaient pas forcément tous les outils pour accueillir, pour comprendre comment raccrocher la personne aux soins, pour voilà, accueillir correctement les personnes. Et donc les équipes mobiles, elles ont été créées à ce moment-là pour être un peu l'interface, le lien entre les équipes sociales et l'hôpital psychiatrique, le soin. Nous, initialement, notre mission, c'est d'aller vers les gens qui ne demandent rien, ceux qui ont connu la psychiatrie et l'évitent. Donc ça, c'était au départ, on va dire qu'on avait plutôt un public de grands précaires, assez psychiatriques, enfin très malades, et pour lequel les collègues de l'époque travaillaient le lien et essayaient de les raccrocher aux soins psychiatriques. En 20 ans, notre public il a beaucoup changé, mais comme partout, hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant... en tout cas sur notre MPP, je pense qu'on a à peu près à 80-90% de public exilé. Donc on a encore une petite population de personnes psychotiques,
Mais on est quand même maintenant, donc on a encore cette dynamique d'aller vers qu'on essaye de maintenir parce que c'est un peu le cœur de notre travail initial. Mais on a aussi tout un tas de personnes qui maintenant souhaitent arrivent en France, ont vécu leur lot de traumatismes, de difficultés, arrivent en France et la situation n'est pas très accueillante aussi à l'arrivée. Et donc, ces personnes-là qui viennent s'installer en France, elles sont demandeuses de soins. Et là, pour le coup, on est plutôt sur un public qui aurait des troubles du sommeil, de l'anxiété, voilà, plutôt sur ce tableau-là. Voilà, donc nous, comment on interpelle les équipes mobiles? Nous, on est une équipe de seconde ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons, qui déterminons qui on voit. Ce sont les équipes sociales, majoritairement, de notre territoire, qui vont nous interpeller, parce que soit elles s'inquiètent pour une personne qui fréquente leur structure et elles, voilà, elles ne savent pas trop comment entrer en lien sur la question de la santé mentale. Soit il peut y avoir des personnes qui formulent de manière claire le fait qu'elles ont besoin de rencontrer une équipe de santé pour un soutien, et donc nous on les verra à ce moment-là. Et enfin, donc pour rencontrer les personnes, on a deux modalités de rencontre. C'est-à-dire soit sur certaines structures, on fait des permanences, c'est-à-dire qu'on vient de manière régulière, une fois par semaine, une fois par quinzaine, soit dans la rue avec les équipes de maraude, soit sur les accueils de jour, soit sur les centres d'hébergement, au sens large, les CADA, enfin non pas les CADA justement, les UDA, les SAS et les CHU, donc toutes les structures qui ne sont pas sectorisées, qui ne dépendent pas d'un secteur de psychiatrie. Donc on peut faire des permanences, on peut être appelé de manière ponctuelle sur signalement pour une personne qui inquiète l'équipe, qui la préoccupe, qui la met en difficulté. Et enfin, on fait ce qu'on va appeler des appuis soutiens, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les équipes sociales de manière régulière, toutes les 6 semaines, pour faire de l'aide aux aidants. C'est-à-dire qu'on va échanger, d'une part sur les situations des personnes qu'on rencontre communément, on va coordonner un peu notre travail, mais on va aussi échanger sur des situations de personnes qu'on ne connaît pas forcément et qu'on sera peut-être jamais amené à rencontrer, mais plus pour faire un étayage, pour réfléchir ensemble sur une pratique, un positionnement, voilà, pour un peu soutenir les équipes dans l'accompagnement auprès des personnes qu'elles rencontrent. Donc voilà, de manière le plus exceptionnelle possible, mais néanmoins, on peut être amené à faire hospitaliser des personnes. Alors, bon, quand elles sont compliantes et qu'elles souhaitent se faire hospitaliser, qu'elles se rendent compte qu'il y a une nécessité, voilà, ça se passe plutôt tranquillement. Et parfois, on peut être amené à faire des hospitalisations sous la contrainte. C'est le médecin qui prend la décision. Et dans ce cas-là, voilà, on dépêche une ambulance et la personne est contrainte d'aller vers le soin psychiatrique et de se faire hospitaliser. Voilà, ce qui est le cas du monsieur dont parlait François tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur nos missions? Non, bah, les actions de l'aide aux aidants incluent aussi les actions de formation. Ok. Ouais. Et puis le dernier élément qui est pas dans notre feuille de route, c'est toute la question de la veille sociale d'un territoire. C'est-à-dire que par notre mobilité et par les informations qui nous reviennent, notamment par bout de mail, on connaît globalement l'actualité de bon nombre de personnes en situation de précarité et présentant des troubles psychiatriques sur les arrondissements qui nous incombent. Il y avait je crois qu'il y avait 2 remarques, mais en effet, la formation dont vous parlez, elle a bonne presse, elle a bonne réputation. Premier secours en santé mentale. Ouais. Ouais.
Ouais. Oui. J'avais vu une question Alors, en il y avait haut. plusieurs questions. Oui, alors dans les territoires ruraux, Au-dessus encore. et Oui, un peu plus Oui, ça. intervenez-vous vers des personnes. Oui. Donc, nous, alors, on peut intervenir à la demande des familles. Après, en tout cas, on peut échanger avec des familles qui seraient en difficulté. On peut être interpellé effectivement par des particuliers. Après, on rencontre aussi tout un tas de personnes qui sont en rupture familiale et pour lequel, tant que la personne est stable dans ses troubles, c'est-à-dire si elle n'est pas en décompensation, qu'on n'a pas une inquiétude forte, on s'attache à respecter son droit à ne pas être en lien avec sa famille. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois plein de raisons pour lesquelles on est en rupture. Donc nous, on va travailler le lien plutôt auprès de la personne qui est dehors. Voilà. Après, s'il y a une famille, on peut aussi leur donner des clés. Si par exemple, la, voilà, la personne qui est malade a déjà un secteur, les familles peuvent, conjointement avec le secteur, demander une hospitalisation à la demande d'un tiers. Voilà, c'est des choses qu'on peut expliquer. Mais il nous arrive assez régulièrement, enfin voilà, ça peut arriver qu'on rencontre des personnes, qu'on soit interpellé par un biais, la police, ou quoi. On demande est-ce que vous connaissez cette personne, sa famille la cherche. On ira toujours demander voilà, informer la personne que sa famille la cherche, savoir si elle souhaite être remise en lien, voilà, aider dans cette remise de prise de contact. Et si la personne ne le souhaite pas et qu'on estime que ça, voilà, elle est suffisamment, elle a un jugement suffisamment éclairé à ce sujet, on s'attachera à respecter son souhait. Voilà. j'avais une question sur les territoires ruraux. Enfin, c'était une remarque, mais en effet, qui sont probablement moins pourvus. C'est avant tout des équipes qui interviennent dans les territoires urbains ou périurbains. Et en effet, je pense que c'est un peu le parent pauvre, la psychiatrie à la campagne, dans les territoires ruraux, c'est... Ouais. Après, on a un ancien collègue psychiatre qui travaille maintenant à Boulogne-sur-Mer et qui est aussi en équipe mobile. Leur pratique, elle est un petit peu différente quand même sur les territoires ruraux. C'est-à-dire que eux, nous, on va, si une personne qui a un logement, si un partenaire nous interpelle au sujet d'une personne qui a un logement, nous, on redirigera toujours vers le secteur parce que voilà, Paris, c'est tellement dense qu'on ne peut pas absorber toutes les demandes, donc on reste quand même assez strict sur notre public d'intervention. Enfin, en tout cas, on essaye parce que sinon on serait complètement débordé, on n'est pas très nombreux. Je sais que ce collègue, par exemple, il peut être amené à se rendre chez des personnes qui seraient très isolées, mais parce qu'il y a moins de densité de population, et donc quand les gens sont isolés à la campagne, l'isolement peut être très fort et très préoccupant. Voilà. Donc voilà, les EMPP, elles vont quand même s'adapter à leur territoire d'intervention. Voilà. Nous, nos missions, elles se concentrent quand même beaucoup sur les centres d'hébergement, les accueils de jour. Et la rue. Et la rue, voilà. Mais moi, pour avoir travaillé avant sur le MPP de Guyane, on n'avait pas du tout le même dispositif et les mêmes modalités d'action. On intervenait parfois en forêt, ça nous arrivait. Parce que on s'était adapté. Il y a quand même une plasticité ou une flexibilité qui fait qu'on s'adapte. L'offre de soins qu'on peut proposer s'adapte vraiment à la demande et au territoire. Ça, c'est assez clair. Et puis à l'histoire de la manière dont elle se constitue. Je pense qu'on est aussi les porteurs d'un héritage. Mais il y avait d'autres questions. Oui, il y en avait d'autres. Il y en avait une. Ça, c'est fait. Oui. Ouais. Donc, ça, c'était l'info. Excusez-nous, on lit les questions.
C'est le projet territorial de santé Ah oui, j'en ai mentale. pas. Je suis pas dans la même décision. Alors, Ok, donc ça, c'était des informations pour les collègues. Oui. Les contrats S94 d'action du contrat local de santé. On vous laissera lire les informations relatives aux formations. Plusieurs modules dans la Bon, ça, pareil, c'est pas des sur questions. l'évolution. Alors, je suis Ok. Ah oui. Si vous souhaitez plus d'informations, je confie. Justement, D'accord. est-ce que la personne en question Effectivement, oui. peut intervenir pour parler un petit peu de... c'est quelque chose que je connais mal. Mais en tout cas, sa bonne réputation. Virginie Jeannin Oui, Fabre. est-ce que je sais pas Madame si- Virginie Jeannin Fabre, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots sur cette formation? Ce serait intéressant. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup de... Alors, je vais essayer de mettre ma caméra si ça veut bien, mais j'ai l'impression que ça veut pas. Là. Alors, bonjour à tous. Ouais, en effet, donc moi je suis formatrice, je suis sur Lyon, donc je peux répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. N'hésitez pas à me contacter sur le chat. C'est une formation qui a effectivement un vrai intérêt, au moins déjà pour apprendre à accueillir toutes ces problématiques en santé mentale, être outillé, construire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est extrêmement riche parce que ça donne effectivement des billes sur l'environnement, les réseaux, les approches qui peuvent aider les personnes qui seraient susceptibles d'accueillir des personnes qui ont des troubles. Et la formation sur 2 jours, elle donne vraiment de la matière déjà pour s'outiller, pour être à l'aise, pour être plus à l'aise et pour déstigmatiser ces sujets-là. Donc je pense qu'on est vraiment sur une formation citoyenne. Nous, on a énormément de personnes du médico-social, effectivement, qui viennent se former. Et l'organisme principal, c'est vraiment PSSM. Nous, on est sur Lyon, mais sur le site de PSSM, vous avez accès à tous les formateurs et formatrices. Je vois qu'il y a des gens qui ont des contacts aussi sur place. Et vous avez accès à toutes les formations, les dates de formation, vous pouvez vous y inscrire, etc. Par contre, effectivement, c'est une accréditation, en tout cas une certification sur 2 jours. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même une organisation et un temps d'implication assez important, mais il y a quand même, enfin voilà, et un coût, ouais, tout à fait. Au niveau du coût, la prise en charge est encore assez fragile, parce que le dispositif n'est pas très ancien, donc c'est pas pris en charge par exemple par les CBF, mais je sais qu'il y a pas mal d'organismes qui arrivent à le prendre en charge par les OPCO, des personnes qui seraient indépendantes qui arrivent à le faire passer sur le FIFPL. Et après, le PSSM a un fonds de solidarité qui permet aux personnes moins aisées et plus démunies de quand même pouvoir se former. Et ils avancent et on avance pour essayer de prendre en charge ça de façon plus globale. Merci pour cette information. Merci. Donc, Merci à vous. c'est une formation que les CCS peuvent mettre en place, peut-être de manière groupée, pour former plusieurs de leurs salariés. Tout à fait. Nous, on a un lien avec les CCS de la région et effectivement, ils nous envoient par petits groupes les personnes pour se former. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur l'équipe mobile psychiatrie précarité ou d'autres questions autour de la santé mentale? N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, mais on a d'autres... on peut ouvrir d'autres chapitres, hein, si vous voulez. Si vous voulez. Bon, il y a peut-être un point assez important à évoquer, c'est la question des soins sous contrainte, parce que vous y êtes ou vous y serez sans doute confronté à un moment ou à un autre. Donc en psychiatrie, il y a 2 possibilités, il y a 2 options, et c'est un peu autour de ça qu'on tranche quand on est aux urgences. C'est à savoir si la première question, c'est est-ce que on hospitalise une personne ou pas. À partir du moment où on l'hospitalise, est-ce que la personne est demandeuse de soins et est-ce que son discernement, sa conscience est suffisamment préservée pour qu'on puisse suivre sa demande de soins? La plupart du temps, oui. L'autre cas de figure, c'est est-ce que la personne refuse le soin ou présente une instabilité psychique, une adhésion aux soins trop précaire, trop instable, ou un discernement altéré. Et on a parfois besoin d'envelopper un peu les choses ou de contraindre par des soins sous contrainte. Alors, les soins sous contrainte sont quand même assez cadrés et surveillés sur le plan légal et médico-légal. Il y a différentes modalités de soins sous contrainte.
alors il y en a deux, et dans la première option, il y a deux embranchements. Il y a les soins qui se font à la demande d'un tiers, parce que la famille est mobilisée, mobilisable, ou qu'on trouve un tiers dans la boucle. Un tuteur, Un par exemple. tuteur, un membre de la famille, plus généralement c'est quelqu'un de la famille, mais nous, comme la famille est souvent assez éloignée, on essaie de mettre dans la boucle en effet les représentants légaux, donc les tuteurs, curateurs, etc. Donc ça, c'est les soins à la demande d'un tiers. Il y a un tiers qui intervient et qui valide ou qui renforce la décision médicale. Nous, on fait un certificat. Le tiers établit une demande d'hospitalisation en mentionnant ses inquiétudes. Nous, on va attester de la symptomatologie, des critères, de la non-adhésion aux soins, du déni des troubles, de la sévérité des symptômes. Et la personne va se retrouver hospitalisée contre son gré dans une démarche qui est liberticide, contestable, mais généralement nécessaire. Dans les soins sous contrainte à la demande d'un tiers, il y a deux modalités. Il y a la modalité idéale sans urgence, à savoir que deux médecins vont de manière préliminaire établir des certificats, un en dehors des urgences et un aux urgences, la famille, et puis après, la personne va rentrer à l'hôpital en phase d'observation qui dure à peu près 72 heures. La deuxième modalité, c'est les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, procédure d'urgence, et dans ce cas-là, il faut un seul certificat médical. Mais derrière, la surveillance, elle est un petit peu accrue pendant la phase d'observation. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est dans le cas où on ne trouve pas de tiers, qu'on ne peut pas mettre de tiers dans la boucle, on fait ce qu'on appelle un péril imminent. Ce qui signifie que justement il y a une notion d'urgence, de péril imminent, et que de manière unilatérale, la décision médicale d'hospitalisation suffit. Donc on n'a pas en quelque sorte de contre-pouvoir, mais le psychiatre est suffisamment inquiet pour estimer que la personne nécessite une hospitalisation. Normalement, c'est le péril imminent, à la base, c'est une mesure d'exception. C'est ce qu'on fait vraiment dans les cas de figure relevant de l'exceptionnel. On le fait de plus en plus. Nous, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas toujours de tiers mobilisables. Donc, ça nous arrive un peu de déroger au prérequis premier et de faire des périls imminents dans le cas de figure où on ne trouve pas de tiers. Une fois que la personne va être hospitalisée, donc il y a une phase d'observation et d'autres certificats vont devoir s'établir à 24 heures, à 72 heures. Et puis ensuite, il y a un certificat un peu plus fourni, un peu plus copieux qui sera établi environ à une semaine, et puis à un mois, et puis après, c'est tous les 6 mois en fonction du temps d'hospitalisation et de sa durée. Globalement, il y a deux cas de figure où on hospitalise les gens contre leur gré, qui correspondent aux deux critères de gravité, et nous, aux deux cas où on intervient en urgence et de manière plus proactive et qu'on hospitalise les gens. Le premier cas de figure, c'est la décompensation psychotique. C'est des gens qui avaient un diagnostic de psychose, de schizophrénie, de troubles de l'humeur, de bipolarité, et qui vont à un moment, en raison de l'accumulation de facteurs de stress, de facteurs morbides ou pathogènes, vont à un moment décompenser, ou en raison d'une rupture dans des soins ambulatoires, vont décompenser, et donc la personne va se présenter aux urgences, parfois ramenée par les forces de l'ordre, par les pompiers, sur des tableaux de troubles du comportement, de désorganisation mentale, de tableaux délirants, d'isolement profond, de mutisme, d'agressivité, ça arrive aussi. Ça, c'est le premier critère qui nous inquiète et qui fait que notre prise en charge devient absolue ou urgente. Et le deuxième cas de figure, c'est la crise suicidaire. Pour qu'on hospitalise une personne suicidaire contre son gré, il faut clairement une notion soit de passage à l'acte imminent, soit de velléité de passage à l'acte, soit de létalité, soit d'antécédents sévères de passage à l'acte. Mais on va essayer d'évaluer le risque suicidaire à travers un outil que je peux vous donner
qui est le RUD, RUD, c'est l'acronyme, qui correspond d'une part au risque, à savoir le recensement des facteurs de risque gravitant ou pesant sur la personne ou gravitant autour d'elle, ses antécédents, les antécédents de passage à l'acte, notamment sévères, les pathologies mentales qu'elle va présenter, puisque les personnes suicidaires, dans la plupart des cas, présentent un diagnostic ou un trouble psychiatrique diagnostiqué sévère, de dépression, de schizophrénie, des choses comme ça. Il faut rappeler peut-être une évidence, mais les gens souffrant de la psychiatrie sont largement plus victimes que coupables, hein, et quand elles sont coupables, généralement, c'est qu'elles ont été victimes dans leur enfance de quelque chose. Donc ça, c'est le risque, c'est les facteurs de risque qu'on peut nous recenser, et déterminant la personne et le risque suicidaire. Deuxième, c'est l'urgence. C'est dans quelle temporalité s'exprime la suicidalité. Est-ce que la personne est en mesure de différer, de dire qu'elle a envie de se suicider, mais elle pense le faire plus tard, qu'il y a une notion de chronicité, que c'est des idées qui l'habitent depuis un certain nombre d'années, ou alors que la temporalité, elle est beaucoup plus urgente et courte et que la personne nous indique qu'elle ne se projette pas du tout dans l'avenir, qu'elle n'est pas en mesure de nous parler de ses projets, voilà, que la temporalité, elle est courte ou urgente. Ça, c'est le deuxième facteur, donc le rapport au temps. Et puis le dernier élément qu'on prend en compte, c'est la létalité ou la dangerosité. Est-ce qu'il y a des moyens létaux à disposition? Une personne qui nous dit, alors parfois c'est voilé ou masqué, hein, c'est jamais aussi simple que ça, mais une personne qui va nous indiquer qu'elle a acheté des armes, qu'elle a une arme chez elle à disposition, qu'elle a une corde, ou qu'elle a pensé à se pendre, c'est un élément qui va nous alerter. Le moyen suicidaire, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte. Une personne qui nous parle de défenestration ou de pendaison ou de noyade, il y a quand même un caractère beaucoup plus intentionnel et plus létal qu'une personne qui va nous parler de automutilation, de scarification ou de prise de médicaments. Et puis, il y a aussi tout le caractère actif ou passif. Il y a des gens qui en parlent avec une certaine froideur, une intentionnalité et quelque chose de concret. Puis, il y a des gens qui en parlent de manière plus abstraite. C'est ce qu'on parle dans ces cas-là d'idées suicidaires passives, ou d'idées noires. Des personnes qui vont cohabiter avec des idées suicidaires, mais qui n'auront pas un caractère intentionnel, ou un éventuel passage à l'acte planifié. Voilà, c'est les deux grands champs, globalement, où la psychiatrie s'active, s'agite, ou devient proactive. Après, il y a d'autres critères de signalement ou d'inquiétude qui correspondent globalement aux adressages qui nous sont faits par les acteurs de, entre guillemets, première ligne. Je peux vous en donner quelques-uns. Des personnes qui vont présenter des insomnies sévères, ça nous arrive souvent. C'est globalement le premier motif d'adressage pour d'ailleurs toutes les personnes qui ont été vivement traumatisées et qui présentent je pense aux personnes exilées, qui présentent un présent très mortifié, un peu mort, avec de l'ennui, de l'inactivité, de l'impuissance, et qui ne sont pas en mesure de dormir parce que la nuit, certaines choses se réactivent ou se répètent. Ça, c'est globalement le premier motif de consultation ou d'adressage pour nous. Et la première chose qu'on fait dans la plupart des cas, c'est mettre un traitement hypnotique d'appoint et de voir après comment les choses évoluent. Le deuxième élément qui peut nous inquiéter, c'est les gens qui s'isolent ou qui présentent des facteurs de vulnérabilité assez précis. Mais l'isolement, ça c'est pareil, les gens qui ne demandent rien, qui se font trop discrets, mais dont on sait ou dont on sent qu'ils souffrent, ça c'est aussi un motif d'adressage, notamment par les travailleurs sociaux qui souhaitent qu'on évalue cette personne ou qu'on réponde à leurs interrogations. Après, les autres critères qui nous signalent, c'est tout ce qui relève des automutilations, des scarifications, des passages à l'acte auto-agressif sans forcément que ce soit suicidaire. Des détresses ou des angoisses massives, les gens qui pleurent en entretien de manière répétée, ou les gens qui sont inconsolables en entretien.
au sein des entretiens sociaux, où les gens qui sont de manière là aussi chronique, angoissés. J'ai noté aussi les conduites à risque, les gens qui vont progressivement prendre des toxiques, prendre des médicaments, détourner certains médicaments. Ça aussi, on essaie d'évaluer ces personnes-là. Et puis j'avais noté consommation inquiétante de toxiques, et notamment les drogues dites dures. Nous, sur le nord-est parisien, on est évidemment préoccupé par le crack, mais pas que cannabis, l'alcool. Pour rappeler aussi que beaucoup de personnes se soignent ou s'automédiquent par l'alcool pour pouvoir dormir ou pour pouvoir oublier certaines choses, ou pour pouvoir pallier à une détresse qui ne se tarit pas. Voilà, dans ces cas-là, ça correspond au diapo qu'on avait fait, qu'on peut vous envoyer, mais qui mobiliser Donc, en fonction voilà, si alors, je voulais revenir quand même sur la question de la crise suicidaire, parce que parfois, quand les personnes nous confient comme ça, nous déposent en entretien des idées noires, des idées suicidaires, on va parfois hésiter à questionner le projet, on peut voilà, être un peu sur la réserve. Quand c'est possible, en tout cas, de pouvoir vraiment échanger et questionner la personne sur ah bon, mais vous y pensez depuis longtemps, et est-ce que vous scénarisez un peu, est-ce que vous pensez à comment faire? Enfin, ça vous donne finalement une indication sur la gravité des idées. Et puis la personne, elle peut se sentir à un moment écoutée, entendue, prise au sérieux sur voilà, on ne se dit pas que c'est juste un appel à l'aide. Enfin, il y a quelque chose qui peut aussi lui voilà, qu'elle sente un espace d'écoute, et puis ça peut aussi permettre de lui donner peut-être une orientation vers un lieu de soins, ou voilà. Des fois, en tout cas, ça peut être intéressant, mais même quand les personnes sont en décompensation, des fois d'aller questionner aussi ce qu'elles nous donnent à voir quand elles parlent seules. On peut être des fois sur la réserve, mais finalement, il peut se dire des choses quand on ose dépasser un peu notre appréhension voilà, des manifestations comme ça, parce que quand quelqu'un dit qu'il veut mourir, ça nous renvoie nous-mêmes à des choses qui peuvent nous inquiéter, nous angoisser. Mais finalement, la parole, elle est la parole, la prise en compte de ce que la personne nous dit, je pense que ça a un effet. Ouais, En tout cas. il y a un au-delà du symptôme. Une personne délirante porte quand même en elle un certain sens dans ce qu'elle dit, et baigne pas dans un non-sens absolu. Il y a quelque chose qui se dit et qui peut faire écho quand même à nous, un référentiel biographique ou une histoire personnelle, ou des traumatismes qui sont répétés et qui ont déstructuré à un moment l'architecture en place. J'avais juste un autre découpé. Sur les idées suicidaires, voilà. Nous, les gens qu'on côtoie, globalement, présentent tous à un moment, au moins un minima, des idées suicidaires. Elles ne sont pas toutes à médicaliser. Et toute idée suicidaire n'a pas un caractère grave. Il y a des gens qui pensent ou ressentent des idées, enfin, qui vont présenter des idées suicidaires sans forcément qu'il y ait un caractère envahissant, un caractère intentionnel, scénarisé, comme disait Elsa. Et donc ces idées suicidaires-là, on peut les laisser latentes. Le tout, c'est d'y veiller, et que la personne se sente suffisamment sécure pour pouvoir en parler à quelqu'un à un moment. Mais on ne prend pas en charge toute personne qui a des idées suicidaires. Ça, c'est valable a fortiori pour les personnes exilées ou les personnes à la rue, qui ont parfois en ont ras-le-bol, et ça peut se comprendre tout à fait dans ces cas-là, de rationaliser les choses autour du suicide ou de la mort. Nous, on intervient quand même quand il y a quelque chose qui se scénarise, qui envahit l'espace de pensée, et qui devient plus inquiétant ou menaçant. Voilà. Donc, en fonction des situations, quand vous rencontrez les personnes, si à un moment vous avez une inquiétude particulière par rapport à ce que la personne vous donne à voir, vous pouvez
contacter différents partenaires. Bon, il y en a, vous les connaissez, soit la personne est logée à son propre logement, et dans ce cas-là, le CMP peut être contacté si il n'y a pas de caractère d'urgence d'hospitalisation, si plus la personne émet le souhait d'avoir un suivi sur un lieu de soins. Le pendant du CMP, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire que quand les personnes ont un secteur, elles ont et un CMP et un lieu d'hospitalisation. Donc ça peut être une orientation quand la personne elle a une plainte comme ça, elle dort pas, ou elle est encore accessible s'il y a un peu de délire, mais elle peut être encore orientée vers les soins. Quand la personne elle est plus difficilement mobilisable vers les soins, vous pouvez contacter le MPP de votre territoire qui réfléchira avec vous aux meilleures modalités d'intervention. Soit la personne accepte de nous rencontrer, dans ce cas-là, nous on peut se déplacer au CCAS par exemple, mais après on peut aussi parfois réfléchir ensemble aux meilleurs lieux d'intervention. Par exemple, si la personne fréquente également un accueil de jour, voilà, l'équipe mobile peut peut-être aller la rencontrer sur l'accueil de jour où elle intervient déjà. Bon. Et puis les équipes mobiles, au-delà de vraiment la rencontre avec les gens, elles travaillent avec tous les partenaires du territoire, et donc il y a aussi des fois une vision un peu plus globale qu'elles peuvent avoir, puisqu'elles peuvent contacter et les maraudes et les accueils de jour et le centre d'hébergement. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui peut permettre de faire une veille un petit peu auprès de la personne. Voilà. Après, alors, je ne sais pas si ce public-là vient jusqu'à vous, mais les personnes en grande précarité qui seraient à la rue, nous, quand on oriente vers une hospitalisation, par exemple, contrainte ou pas, hein, on espère que la personne adhère aux soins le plus souvent, on passe par les urgences somatiques, hein, c'est un point d'entrée aussi. Et après, dans certaines situations, alors c'est vrai que les travailleurs sociaux, voilà, on ne raffole pas de ce genre d'intervention, mais parfois, il est nécessaire, enfin, on ne peut pas l'éviter, l'intervention des pompiers ou de la police. Voilà. Nous, c'est vrai que dans certaines situations où les équipes vont nous confier une situation d'une personne qui vient dans les locaux, qui explose le cadre tout le temps, et hétéro-agressif. Voilà. Nous, on est, par exemple, les EMPP, on n'est pas une équipe d'urgence, on n'est pas mieux outillés pour porter le cadre d'une structure qui n'est en plus pas la nôtre. Et donc, parfois, malheureusement, l'intervention de la police est nécessaire pour soutenir les équipes. Et c'est des fois le point d'entrée du soin, puisque pour des personnes soit qui font du bazar sur la voie publique ou dans les accueils de jour, si la police intervient, elle peut décider, si elle s'interroge sur la santé mentale de la personne, de l'orienter à l'I3P, qui est l'infirmerie de la préfecture de police, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, qui se trouve à Sainte-Anne. Et c'est l'I3P qui va déterminer si le discernement de la personne est préservé et est-ce qu'elle est responsable ou non de l'acte qu'elle a commis. Et donc, soit la personne réintégrera une garde à vue et ça sera plutôt sur un versant juridique, judiciaire, soit la personne sera hospitalisée en psychiatrie si on estime que sa santé mentale ne va pas bien et que c'est ça qui est prioritaire dans la situation. Pour les questions, le RUD, je ne sais pas où vous pouvez le trouver, peut-être sur certains diapos en ligne de gens travaillant spécifiquement sur la question du suicide. Mais risque, donc c'est les facteurs de risque. Urgence, c'est la temporalité, est-ce que c'est urgent ou pas, ou différable. Et la dangerosité, c'est la létalité. Donc c'est les moyens à disposition, les moyens qu'a la personne
pour passer à l'acte. Il y avait une autre question sur le 3114, vous faites bien de le rappeler, c'est important, qui est un numéro d'écoute et de soutien qui a été mis en place ces dernières années, qui est rattaché plus ou moins à un dispositif vigilance qui fonctionne, je crois, du matin au soir, pas la nuit. Mais ça, j'en suis pas sûr, mais je crois que ça fonctionne jusqu'à 22h, non? Je crois que c'est 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24, c'est possible. C'est possible. Et qui est régionalisé. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, la journée, c'est les régions qui s'en occupent et le soir, il y a un système d'astreinte la nuit. Donc, c'est 24 heures sur 24. Et donc, c'est une équipe qui soutient par téléphone et parfois conseille, contient le temps d'une intervention ou qui fait de l'étayage du moins pour ce qui relève de la détresse sévère ou de la crise suicidaire. Nous, ça nous arrive de donner le 3114 par exemple pour des personnes qui se scarifient de manière compulsive. Donc c'est tout ce qui relève du suicide dans le sens large ou de l'auto-agressivité. Et puis il y avait une dernière remarque sur les cellules cas complexes qui sont les instances de gestion des cas complexes qui sont des entités intéressantes qui souvent convoquent les CMP, les acteurs de la ville, parfois les EMPP, mais nous on n'y va pas tellement, mais ça on est invité à certains moments pour parler justement des personnes voilà, posant problème. Il y a aussi parfois des équipes qui travaillent spécifiquement, explicitement avec des bailleurs sociaux. Je sais que dans le 20e, il y a l'équipe Diogène qui a justement tout le savoir-faire autour des personnes qui présentent des syndromes de Diogène pour intervenir à la maison et de pouvoir les ramener à un moment vers le soin de manière plus ou moins musclée. Ouais. Et d'ailleurs, ces instances cas complexes, elles peuvent être mises en place dans le cadre du CLSM, du Conseil local de santé mentale, si vous en avez un sur votre territoire. Oui. Et santé psychologique des étudiants, ligne d'écoute, CNAE et Nightline la nuit. Ok, je ne connais pas ces lignes d'écoute. Je ne sais pas si vous avez, voilà, on a à peu près balayé ce qu'on avait à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Juste pour revenir sur la CNAE et Nightline, en fait, ce sont des lignes d'écoute qui ont été créées par les ARS. Spécifiques étudiants. Donc la CNAE, ils sont là pour écouter le jour. Donc c'est surtout des psychologues. Et ça peut être aussi des étudiants parce que ça peut être aussi discuter avec un père, c'est déjà peut-être plus facile à s'exprimer. Et Nightline, c'est aussi pour la nuit. Voilà. C'est juste précision pour les collègues qui souhaiteraient se renseigner. Et nous avons une instance de gestion de cas complexes que nous avons mis en place dans le cadre du CLS, mais pas dans le cadre du CLSM. D'accord. Merci pour cette remarque. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le déroulé de ce webinaire ou pas forcément? Non. Un message écrit. Oui, c'est des personnes qui sont là. Okay. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Et voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers les EMPP de votre territoire et les interpeller. Normalement, les équipes sont assez disponibles pour échanger et soutenir les équipes, ça fait partie de nos missions. Alors, y aura-t-il un compte-rendu, un replay? Alors, je ne sais pas si vous souhaitez... En fait, j'ai enregistré cette réunion. Est-ce que vous souhaitez qu'on la diffuse ou pas forcément? Ça m'est égal. Ça vous est égal. Donc, je pourrais vous envoyer du coup le replay de ce webinaire et je ferai également un compte-rendu de ce webinaire qu'on vous enverra. Voilà. Donc, si vous n'avez pas forcément d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Merci pour votre présence. Voilà. Et je vous dis donc à une prochaine fois pour un autre groupe de travail. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.